Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de labyrinthe, ou plus précisément, comment je suggère de mener un labyrinthe. Et vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'amène ce sujet sur la table. Tout d'abord, c'est un sujet que j'avais dans les cartons depuis longtemps, parce que quelqu'un m'avait demandé une fois ce que j'en pensais et comment moi je mènerais un labyrinthe. Je ne l'avais jamais fait, mais j'ai quand même donné mon avis, et je vais vous parler de l'avis que j'ai donné à l'époque, avec une approche très narrative du labyrinthe, et je vous expliquerai aussi les raisons pour lesquelles j'avais cet avis. Et puis récemment, pour être exact, la dernière session que j'ai menée pour ma campagne actuelle, en cours, eh bien, j'ai mené un labyrinthe qui a duré à peu près les 2 tiers de la session, peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement, peu importe, c'était une grande partie de la session, et je n'ai pas appliqué mes conseils. En tout cas, pas complètement, et je l'ai fait consciemment. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai voulu faire ça comme ça, d'où je me suis inspiré, de quoi je me suis inspiré également, parce que toutes les idées ne viennent pas de moi, et je vous expliquerai aussi pourquoi ça n'a pas forcément très bien marché avec mon groupe. Ça peut être intéressant parce que je vous expliquerai donc les raisons pour lesquelles je l'ai essayé et puis ce qui n'a pas fonctionné avec ce groupe en particulier, et peut-être avec d'autres, que sais-je. Je terminerai par vous dire ce que maintenant, rétrospectivement, je ferai. Et vous allez voir que c'est un mélange de ce que je conseillais il y a quelques mois, ou peut-être plus d'un an, et ce que j'ai tenté de faire dans ma dernière session. Donc c'est une vidéo assez large où j'aborde certes le labyrinthe, j'espère vous donner peut-être des idées pour vous-même mener vos propres labyrinthes, et également de vous parler des écueils à éviter, à minima avec certains groupes qui aiment certaines choses et aiment moins d'autres choses, donc avec toute la subjectivité et le relativisme que ça peut impliquer. Vous voyez, je ne suis pas totalement étranger au relativisme dans certains cas. Donc je vais commencer par les conseils que je donnais à l'époque quand on me demandait, à qui voulait l'entendre, ce que je ferais pour mener un labyrinthe. Alors, pour moi, le labyrinthe, le fait de se perdre, j'essayais de me projeter, j'essayais de voir ce que ça donnerait en jeu. Se perdre dans un labyrinthe, ça veut aussi dire revenir sur ses pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un vrai labyrinthe, là, dans les champs de maïs ou autre. En fait, très vite, on peut s'ennuyer s'il ne se passe rien, surtout si on revient sur ses pas. Être perdu, en réalité, c'est chiant. Donc, je me disais, il faut peut-être éviter en jeu que l'aspect labyrinthique, l'aspect trouver son chemin, devienne finalement le cœur du jeu, devienne l'aspect ludique ou le générateur des prises de décision. J'ai toujours trouvé aussi que dans les donjons, le fait de décider où aller était finalement assez inintéressant parce que les joueurs rarement ont assez d'éléments pour que la décision soit complexe et donc intéressante. C'est un peu, ok, à droite ça a l'air plus joli ou ça a l'air plus dangereux à gauche, où il y a quelques éléments et finalement c'est une décision d'orientation pas très intéressante. Par conséquent, encore une fois, l'aspect labyrinthique pour moi ne devrait pas être le squelette d'une session qui tourne autour d'un labyrinthe. Finalement, je suggérais souvent que l'aspect labyrinthe soit ressenti narrativement plutôt que dans la construction ludique de la session. Par exemple, quand les joueurs ou les personnages se déplacent et arrivent dans de nouveaux endroits du labyrinthe, eh bien on leur explique que de nombreuses heures ou de nombreux jours, pourquoi pas, s'écoulent, ils commencent à avoir faim, ils commencent à fatiguer, on peut même avoir des bonus-malus en fonction de ça pour quand même qu'ils ressentent le temps qu'ils y passent. Je conseille aussi que ça puisse durer, si c'est dans le cadre d'une campagne, plusieurs sessions, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'on est resté perdu dans ce labyrinthe longtemps. Bon, et bien sûr qu'il se passe des choses aussi dans le labyrinthe, mais j'invitais aussi à ce qu'on ne revienne pas sur ses pas. Parce que revenir sur ses pas, surtout lorsqu'on a résolu ce qui se passait déjà dans une zone donnée, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je disais, ce n'est pas parce que les joueurs, les personnages sont perdus que le maître du jeu ne peut pas décider en réalité où ils vont aboutir. Et ça peut très bien être nouveau à chaque fois, même s'ils sont perdus. Et donc, l'intérêt du labyrinthe ne réside pas dans le fait de revenir sur ses pas, justement, mais de découvrir, comme dans n'importe quel donjon, finalement, d'explorer, sauf que du temps passe et on commence à en subir les conséquences néfastes. En d'autres termes, si je dois résumer, je pensais que le labyrinthe, dans un labyrinthe, ce qui comptait, c'était surtout ce qu'on allait faire ou ce qui allait se passer là où on aboutit, plutôt que de décider là où on allait aller. Vous voyez là un peu la notion? Et donc, le format du donjon linéaire pour un labyrinthe ne me choquait pas du tout. Moi, j'aime beaucoup les donjons linéaires, c'est-à-dire où c'est le maître du jeu qui décrète
que les joueurs, les personnages aboutissent dans tel endroit, et en revanche, on propose des situations complexes dans les endroits où ils aboutissent, avec des événements, de l'action, des choses à résoudre, des choses à découvrir, et toutes les décisions qui sont prises dans ces cadres peuvent avoir un impact après dans les zones qu'on va explorer après, même si elles apparaissent de manière linéaire. Et je trouvais que paradoxalement, dans un labyrinthe, ça ne posait aucun problème du moment qu'on avait un petit peu cette enveloppe, cette forme labyrinthique, ce ressenti qu'on réussissait à insuffler aux joueurs. Alors certains d'entre vous me diront, bah, c'est quand même un peu dommage que finalement le côté labyrinthique ne soit que cosmétique. Et vous n'avez pas forcément tort, et c'est précisément la raison pour laquelle, lorsque j'ai moi-même proposé mon labyrinthe, j'ai essayé de faire les choses différemment et de tenter quelque chose comme ça m'arrive encore, même en ayant atteint une certaine maturité dans ma pratique. Je vous invite à voir ma dernière vidéo à ce sujet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je suis allé chercher l'inspiration ailleurs. La base de la manière dont j'ai géré le labyrinthe ne vient pas de moi. J'ai vu ça sur la chaîne Dungeon Craft, j'en ai déjà parlé, alors il faut être anglophone, je vous mets le lien direct de la vidéo où il expose sa manière de mener les labyrinthes, et je m'en suis drastiquement inspiré. Pour tout vous dire, j'ai été vraiment séduit par cette manière de faire, et une manière un petit peu plus donjonesque, peut-être même un peu OCR, je ne suis pas expert de ces termes, donc c'est un peu moins narratif que ce que je fais moi habituellement, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? La base. Il y a 6 zones, c'est-à-dire que il y a les 6 zones intéressantes, et ce qu'il y a entre les zones, c'est le labyrinthe, les couloirs qui s'entremêlent, mais c'est abstrait, on ne va pas vraiment jouer dedans. On va dire que les personnages évoluent et tâtonnent dans ce labyrinthe, mais ce qui compte, c'est les 6 zones. On les met en place, peut-être que je rentrerai dans le détail de ce que j'ai créé comme type de zone. Et lorsque le groupe quitte une zone, l'un des joueurs lance un dé de 6 et ça dit, le dé de 6, donc c'est la dose de hasard, la dose du ludisme, indique là où ils vont aboutir dans le labyrinthe. Donc ça, c'est laissé complètement au hasard, et donc l'ordre des choses n'est pas prédéterminé. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe dans une zone ne peut pas impacter ce qui se passe dans la zone d'après, puisque ça va déterminer peut-être l'état des joueurs, ce qui va se passer, tout ça, mais bref, c'est laissé au hasard. Et donc ça veut dire aussi, et j'y reviendrai, on peut parfois jeter le même dé, le même nombre, aboutir au même résultat, et donc revenir sur ses pas, ce que je déconseillais tout à l'heure. Mais je me suis dit, si on rajoute du jeu et qu'on se retrouve dans un carcan et que les joueurs se rendent compte qu'ils sont perdus, on pourra trouver un moyen de rendre ça quand même intéressant. On y reviendra, ça n'a pas forcément réussi. Ensuite, un autre élément que Dungeon Craft ajoutait, et je trouve que ça donnait tout son charme à sa méthode, il y avait dans son labyrinthe une substance, un champignon, peu importe en réalité ce que c'est, qui peut causer une désorientation chez les joueurs. Ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire que des personnages qui sont désorientés peuvent se retrouver séparés et jeter leur propre dé de 6 pour ensuite aboutir dans une zone différente de celle du reste du groupe. Et d'ailleurs, le groupe peut se fragmenter en 2, 3, voire 4, peu importe en réalité. Et ça ajoute une dangerosité au labyrinthe, une sorte d'isolement, de claustrophobie, où ils peuvent se retrouver séparés, après ils doivent se retrouver, ils peuvent vivre des choses séparément, bref. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ça va donner de la confusion, ajouter de la tension. Et puis bien sûr, il y a le monstre. Alors Dungeon Craft prend l'exemple très simple du Minotaure, du labyrinthe, il y met sa propre variante, son propre twist. Moi j'ai aussi mon monstre, alors c'est pas du tout un Minotaure, enfin pas du tout, c'est un cerbère mélangé à une chimère, et je passe les détails, mais ce monstre a une raison d'être. Il est intrinsèquement lié à l'intrigue, il a une raison d'être là, c'est pas juste un monstre pour faire beau dans le labyrinthe. Ça, j'insiste, moi, dans la manière dont j'ai préparé le labyrinthe, j'ai quand même laissé la toile de fond s'imprégner. Il y a des mystères, il y a des choses à comprendre, il y a une raison d'être, c'est pas simplement un labyrinthe pour le labyrinthe. Et donc le monstre a une raison d'exister, il a toute une histoire, et il a aussi une raison de traquer le groupe de personnages joueurs qui aboutissent dans ce labyrinthe. Et ça fait une différence parce que dans l'exemple de Dungeon Craft, lui, il laisse les attaques du Minotaure au hasard. Ça fait partie, je crois, du résultat qu'il peut avoir sur le jet de dés qu'il fait lancer. Alors que moi, j'ai décidé de garder un contrôle total du monstre, justement pour ne pas être tributaire complètement du hasard dans le labyrinthe et pouvoir contrebalancer le fait que les joueurs peuvent revenir sur leurs pas, ce qui peut être chiant, en injectant moi-même du dynamisme, de l'action avec le monstre qui peut attaquer ponctuellement en mode embuscade. Il va attaquer un petit temps et si il peut avoir le dessus ou pas, et en fonction de qui a le dessus, il va
battre en retraite et attaquer plus tard. Ça, c'est ce que suggérait aussi Dungeon Craft, pour que le monstre devienne une source de tension pendant toute la durée de la session dans le labyrinthe, hein, pour ajouter une forme de dynamisme. Et je me disais qu'en gardant le contrôle, effectivement, je pourrais le faire attaquer, par exemple, si les personnages reviennent sur leurs pas, ce qui est en général chiant et pas conseillé, bah, cette fois, je peux faire attaquer le monstre. Et ça va changer la configuration et ça va permettre d'avoir quand même du jeu. Et en plus, il a une raison d'être, j'y reviendrai. Donc il y a ça, ça permet de dynamiser et moi, j'en gardais le contrôle. Et puis, dernier point que j'ai ajouté, moi, une grande partie du labyrinthe est plongée dans le noir. Et l'un des joueurs, il se trouve, ça c'est pas un truc que j'ai ajouté pour le labyrinthe, c'est un vrai truc du personnage. Il a une lanterne à l'intérieur de laquelle il y a des feux follets qui vont constituer la seule source de lumière du groupe. Et le personnage, le joueur, il le sait, est capable de libérer une partie de ces feux follets, parfois pour distraire l'ennemi ou pour aller en reconnaissance ou autre. D'accord? Donc ça, il les contrôle un petit peu. Donc ça, c'est un point important que je vais utiliser. Alors, quel est l'objectif dans ce labyrinthe? Eh bien, l'objectif, il est de quitter le labyrinthe, ça paraît évident. Et j'avais prévu 3 moyens pour que les joueurs puissent quitter le labyrinthe. Justement, je voulais que ce soit quand même intéressant, je voulais qu'il y ait quelque chose à comprendre, que finalement, le fait de où aller n'est pas le sujet. Le sujet, c'est OK, on revient sur nos pas, on est perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir? Le but n'est pas de faire le bon jet de dés. C'est impossible de sortir de cette manière. Il faut trouver un autre moyen. Il y avait 3 moyens. D'abord, comprendre qu'on peut trouver la sortie, justement, en libérant les feux follets et en les suivant. Il se trouve que ces feux follets sont attirés par la seule source de lumière qu'on peut trouver dans le labyrinthe et à l'extérieur du labyrinthe. C'est un feu un peu particulier qui se trouve dans certaines zones, parmi les 6 zones là que je listais, hein, dans certaines zones du labyrinthe. D'ailleurs, lorsqu'il y a ces feux-là, la zone est éclairée et donc je détermine que le monstre n'attaque pas dans les zones éclairées, seulement dans les zones sombres, les zones où il n'y a pas de lumière. Et donc les feux follets sont attirés par ce feu et veulent même s'en nourrir. Pareil, il y a toute une raison derrière, je ne rentrerai pas dans le détail, il se trouve que c'est le cas. Et donc moi, je donnais des indices aux joueurs. À chaque fois qu'ils entraient dans un endroit où il y avait ce feu bien particulier, les feux follets s'activaient frénétiquement, frappaient contre la lanterne, comme si ils avaient un appétit insatiable. Et s'ils les libéraient, eh bien, ils fuiraient, ne pourraient pas les contrôler et il se dirigerait forcément vers une source de feu pour commencer à la dévorer. C'est le moyen de se diriger dans le labyrinthe sans effectuer le jet de dés de hasard. Parce que là, en les suivant, on va forcément aller dans les zones où il y a de la lumière, jusqu'à potentiellement aller vers l'extérieur, mais ça, j'y reviendrai. Ça, c'est la première méthode, c'est le truc à comprendre. Et je me disais, si les joueurs n'arrivent pas à comprendre ça, même si j'essaie de donner des indices, c'est aussi un risque, ils doivent pouvoir échouer. Il faut quand même qu'ils puissent réussir quelque chose, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, il ne faut pas que ce soit juste de la stagnation. Donc il y a une autre manière de faire, s'ils réussissent à vaincre la créature, alors cette créature va ensuite les guider hors du labyrinthe. Alors vous allez me dire, c'est ridicule, il y a une vraie raison à ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin je ne pense pas que je devrais. Oh, pourquoi pas, si. La créature, c'est une sorte de chimère, de cerbère. Elle a plusieurs têtes. Et il y a une des têtes qui est totalement inoffensive, qui est sur le dos. Et en fait, c'est une sorte de punition. Elle n'est pas du tout agressive. Elle a gardé toute sa conscience, mais elle ne contrôle pas le corps. Et donc, quand la créature est vaincue, que toutes les autres têtes sont vaincues, entre guillemets, je fais simple, hein, eh bien, la tête indépendante, si j'ose dire, va pouvoir leur dire qu'elle peut les guider en dehors du labyrinthe. Donc, il y a toute une raison, encore une fois. Et donc, la créature, en réussissant à la vaincre, donc c'est une autre manière de jouer, va les guider à l'extérieur. Il y a une notion juste importante, et ça j'y reviendrai, c'est que les joueurs, ça, eux, ils ne le savent pas. Que la créature, une fois vaincue, peut les aider à sortir. Ils ne le savent pas. Troisième manière de faire, si c'est eux qui sont vaincus, il y a une raison, la créature les emmène dans son repère, mais en fait c'est pour ensuite les sortir du labyrinthe et les emmener ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une raison. Et donc là, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas la mort assurée, mais c'est vraiment très très mauvais en termes de conséquences. Mais ça les fait aussi sortir du labyrinthe. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a une fin au labyrinthe. Hein, le but, c'est pas de rester pendant 4 heures sans qu'il y ait rien de résolu. Quoi qu'il arrive, on pourra résoudre la situation. Et je me disais que ça palliait tous les problèmes d'ennui potentiel de revenir sur ses pas, d'autant que j'avais encore une fois ce monstre pour dynamiser les choses. Alors, quand j'ai construit le labyrinthe, je vais vous donner quelques détails, je vais aller assez vite quand même là-dessus, je vais essayer. Je voulais que le labyrinthe permette aussi
aux joueurs de comprendre quoi faire. Donc il fallait que je donne des indices, il fallait que j'ai des endroits qui sont intéressants à découvrir ou qui peuvent proposer des défis ou qui permettent de donner du lore. Voilà, il fallait que dans les différentes zones, il y ait des choses à faire intéressantes. Sinon, encore une fois, on s'ennuie. Je vais vous dire rapidement les différentes zones que j'avais. La zone 1, c'est la zone d'arrivée. Ils peuvent explorer quelques trucs. Il y a des choses à voir. Et il n'y a pas grand-chose. Mais il se trouve que j'ai improvisé quelque chose où ils peuvent dialoguer avec une entité via une statue. Chose que j'ai rajoutée pour dynamiser les choses parce qu'ils revenaient beaucoup sur leur page, justement. Puis j'ai rajouté plein de petits trucs, peu importe. Mais il n'y a pas grand-chose dans cette pièce. Deuxième zone, une zone avec des brasiers de ce feu bien particulier. Zone dans laquelle le monstre ne va pas attaquer, mais qui permet justement de faire frapper les feux follets dans la lanterne pour montrer que c'est peut-être lié au feu, tout ça. Et bien sûr, ce feu aussi, il y a un combustible, il crée des effluves, et c'est la source de désorientation possible qui fait que les personnages joueurs peuvent se séparer. Et moi, ils ont été plusieurs fois séparés, ce qui a fonctionné en termes de confusion, d'angoisse, il faut bien le dire, mais ça a aussi eu un double tranchant, j'y reviendrai. Troisième zone, une caverne plongée dans le noir. Bien sûr, il y a la lanterne qui peut aider à voir un petit peu, mais c'est quand même plongé dans le noir. Le monstre peut donc attaquer. Et en plus, dans cette caverne, il y a des créatures volantes qui, lorsqu'elles mordent, peuvent désorienter aussi un venin qui va désorienter les personnages joueurs. Le but, c'est que cette désorientation puisse survenir à différents endroits, comme vous le comprenez, pour que justement ce labyrinthe puisse avoir cet aspect principal qui en lui donne tout le cachet, la désorientation, la séparation. Une zone 4 qui est un sanctuaire dont je vous tais les détails, mais qui est vraiment une zone de lore qui a d'ailleurs fait très plaisir aux joueurs, où là on apprend des choses, on fait des liens avec ce qu'on sait déjà, etc. La zone 5, plongée dans le noir, le sanctuaire, il y a aussi un de ces feux, qui peut aussi faire réagir les feux follets, et pas d'effluves. Zone 5, l'antre, le repère du monstre, plongé dans le noir, ça c'est fétide, et en plus il y a quelque chose de particulier, le sol est meuble et ralentit les mouvements. Donc c'est aussi une configuration différente. Ils peuvent bien sûr être attaqués par le monstre à cet endroit-là. D'ailleurs, la confrontation finale, pour moi, c'est terminé ici avec mes joueurs. Et la zone 6, une zone un peu particulière, les joueurs aboutissent sur un plateau rocheux, un haut plateau rocheux, duquel ils ne peuvent pas descendre, hein, c'est trop abrupt, mais ça donne sur l'extérieur. Et là, c'est un cliffhanger, ça leur révèle où ils sont, parce qu'eux, ils peuvent le déduire, et à l'extérieur, il y a énormément de ce feu particulier dont je vous parle, il y en a plein. Donc, ça joue le rôle à la fois de cliffhanger, où je peux mettre une musique, vous êtes sur le plateau rocheux, c'est une zone très cinématique, mais en plus, ça leur montre qu'il y a beaucoup de ce feu à l'extérieur. Et donc, s'ils comprennent à un moment que les feux follets sont attirés par le feu qui brûle dans le labyrinthe à différents endroits, ils peuvent comprendre qu'en les libérant, ils finiront par aboutir à l'extérieur grâce à ces feux follets. C'est des indices. Je ne dis pas que c'est forcément facile, mais en tout cas, il y a un moyen de le faire. Et donc, la clé, c'est de libérer les feux follets, de les suivre, qu'ils dévorent le feu qu'ils trouvent. Alors, manque de bol, ça va plonger le lieu dans le noir où ils sont, parce qu'il n'y aura plus ce feu-là. Donc, c'est aussi à double tranchant, parce que j'ai des joueurs qui ont pensé à faire ça, mais ils se sont dit, bah non, je ne veux pas qu'on se retrouve dans le noir. Et plus les feux follets mangent du feu qu'il y a à l'intérieur, plus ils vont avoir besoin d'aller à l'extérieur pour en trouver plus. Donc, inévitablement, ça mènera les personnages joueurs à l'extérieur. D'accord ? Alors, les problèmes qui ont été rencontrés dans ce labyrinthe, maintenant je vais pouvoir les exposer. Je pensais qu'avec ça, j'avais un truc qui tenait parfaitement la route, pour être honnête. Et en réalité, non, parce que le hasard faisait beaucoup revenir les joueurs sur leurs pas. Ça, on l'a dit en amont, ça, c'est pas bon. J'ai cru que ça serait suffisant en insufflant du dynamisme, des choses à comprendre avec le monstre qui arrive, que ça suffirait à ne pas les ennuyer. Et c'est pas vraiment qu'ils se sont ennuyés au sens strict du terme, en tout cas, c'était pas la cause, c'est devenu la conséquence. Mais c'est que comme ils ne trouvaient pas la solution, ce qui peut arriver, c'est pas un problème, eh bien ils se sont sentis frustrés parce qu'ils ne savaient plus quoi faire, ils n'avaient plus de décision à prendre. Et vous savez ce que je pense des décisions en jeu de rôle, c'est le truc le plus important, c'est prendre des décisions. Et là, ils ne savaient plus quoi faire parce qu'ils ne trouvaient pas. Donc ils s'en remettaient aux dés, avaient l'impression que c'est les dés qui déterminaient tout, et ils se sont sentis frustrés. Ils avaient l'impression de stagner, de ne plus avancer. Et là, c'est vraiment le pire. Pourtant, ils avançaient parce qu'ils combattaient le monstre, qu'ils les attaquaient sur différentes configurations, ils se retrouvaient séparés, ils ont trouvé des moyens de s'attacher à une corde pour être moins séparés. Le monstre, ils l'affrontaient,
Et il se trouve qu'il gagnait contre le monstre, et régulièrement j'avais prévu quelques passes d'armes, un certain nombre, avant que le monstre puisse être complètement tué. Et donc il se rendait compte qu'il réussissait à vaincre le monstre à chaque fois, en tout cas à prendre le dessus, pas toujours, mais au moins une partie du temps. Et donc moi je savais qu'ils avançaient et que potentiellement ils le tueraient et que donc ils pourraient sortir du labyrinthe, mais eux n'avaient pas la moindre idée que ce monstre après allait les mener hors du labyrinthe. Donc ils n'avaient pas compris qu'ils avançaient en le combattant. Et ça, c'est vraiment très important, le fait d'avancer, mais le contraste avec la sensation qu'ont les joueurs. Et s'ils ne se rendent pas compte qu'ils avancent, alors il peut y avoir frustration et ensuite un ennui qui en découle. Surtout que l'exploration n'était même pas là pour compenser parce que, manque de bol, ils jetaient souvent les dés et les résultats les menaient souvent à revenir sur leurs pas et donc à revoir les mêmes endroits. Vous allez me dire, ah, bah, tu aurais pu être arbitraire et décider où ils allaient aboutir quand ça revenait trop sur les mêmes choses. C'est vrai, et je vais y venir, mais je voulais tester le truc jusqu'au bout et m'en remettre au dé, justement, être assez fidèle à, entre guillemets, la table aléatoire que je critique si souvent. Donc voilà, il y a eu cette frustration, ils ont eu l'impression de stagner. Et puis, dernier point, la confusion du labyrinthe, le fait d'être perdu, ça a marché, hein. C'est sûr que là, il y avait de la confusion, il y avait de la tension, ils étaient séparés. Mais encore une fois, mis en perspective avec le fait de ne pas trouver la solution et de ne pas voir que ça avance quand même, eh bien, ils se sont sentis impuissants et ils ont perdu donc cet esprit de décision. Ils essayaient de se retrouver à chaque fois dans le labyrinthe. Et donc, ils disaient, bah, on doit se retrouver avant d'avancer. Sensation de stagnation. Pour les enquêtes, vous savez, je dis toujours, même quand les joueurs ne peuvent pas encore comprendre ce qui se passe, l'important, c'est qu'ils puissent aller de piste en piste. Comme ça, ils ont quand même l'impression, et c'est vrai, d'avancer dans l'histoire alors même qu'ils ne comprennent pas les choses. Eh bien, ça vaut aussi pour un labyrinthe, en l'occurrence, je m'en suis rendu compte, parce que même s'ils avancent pas, même s'ils avancent, eux, s'ils ne se rendent pas compte, c'est source de frustration. Donc, je pense que le problème vraiment réside ici. En tout cas, pour mes joueurs. Je suis ouvert à la possibilité que d'autres joueurs n'aient pas eu ce ressenti-là. Euh, mais bon, en tout cas, moi, j'ai analysé ça. Allez, maintenant, on va passer à la partie où je vous explique ce que j'aurais fait rétrospectivement. Et vous allez voir que, comme je le disais, c'est un mélange de ce que je conseillais auparavant et quand même de ce que j'ai voulu faire. J'ai essayé de garder le meilleur des deux approches, de me départir aussi des effets à double tranchant de la méthode, on va dire, ludique ou qui repose sur l'aléatoire du labyrinthe. J'ai quand même voulu en garder quelque chose, mais sans en préserver les écueils. Et donc, qu'est-ce que j'aurais fait exactement? Eh bien, là, j'ai remarqué que mes joueurs, très rapidement, dès le début de la session, ils se sont retrouvés, avec le hasard, à revenir sur leurs pas. Donc tout de suite, le lancement de la session, leur entrain, l'avancement, l'élan de départ a été cassé tout de suite par cette incompréhension, cette confusion. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps de construire, de prendre de l'élan dans la session, d'avancer, justement, d'avoir cette sensation-là, et c'est intervenu trop tôt. Donc moi, j'aurais propulsé un peu, comme je le fais pour mes campagnes d'ailleurs, dans les débuts de campagne, j'aurais propulsé la session en m'assurant qu'elle avance pendant un certain temps au départ. Et donc pour ce faire, j'aurais scripté l'arrivée dans les zones. Je ne l'aurais pas remise, cette avancée, au hasard, en m'assurant qu'ils explorent tout le labyrinthe avant de m'en remettre au hasard. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir une influence, qu'ils ne sont pas confrontés à des situations dans les différentes zones, mais ça veut dire que je m'assure qu'ils vont découvrir de nouvelles choses, être confrontés à de nouvelles choses, bref, ils vont avoir la sensation d'avancer. Bien entendu, je vais vous parler de ce script. Si l'un des joueurs pense à libérer les feux follets et à les suivre, il est évident que je vais casser ce script et que les feux follets vont l'emmener à la prochaine zone où il y a ce feu et commencer à le manger. Qu'on soit clair, je suis capable de percuter ce script, bien entendu. Il faut toujours utiliser cette solution possible des feux follets. Mais admettons qu'ils ne l'utilisent pas, je vais faire en sorte qu'ils explorent toutes les zones intéressantes du labyrinthe. Et donc, ça se déroulerait de la manière suivante. Ils arrivent dans la zone de base d'arrivée, que je ne change pas. Dès qu'ils la quittent, je décris bien sûr qu'ils sont dans des couloirs labyrinthiques et qu'ils finissent, après des heures, des heures de voyage dans le noir, à arriver dans la zone des brasiers. Donc là, en plus, ça me permet tout de suite de dire que les feux follets s'excitent par rapport à ça, sans forcément dire que c'est par rapport à ça d'ailleurs. Et il y a les fameuses effluves qui vont les désorienter. Et là, je vais imposer la désorientation
et séparer le groupe en deux. C'est moi qui vais choisir. Peut-être que je le ferai aléatoirement pour voir qui va avec qui, j'en sais rien, mais je pense même pas. Et je vais faire aboutir les deux sous-groupes dans des lieux différents, mais je vais décider. L'un des sous-groupes va aboutir dans l'antre du monstre, dans le noir total, dans le miasme, et il va subir une première attaque du monstre pour montrer là qu'il y a un monstre. Il va entrer en scène à ce moment-là, entrer en scène scriptée, mais déroulement non scripté en l'occurrence. Et le deuxième groupe va arriver dans le sanctuaire, où là aussi il y a un brasier. Donc là, je ne sais pas qui va arriver. Peut-être que c'est sans doute le groupe qui n'a pas la lanterne qui arriverait au sanctuaire pour qu'il y ait quand même de la lumière. Je pense que je l'aurais fait comme ça. Et donc là, le groupe va découvrir du lore. Donc c'est tout aussi intéressant. On résout les situations, ils vont ailleurs, et là, le groupe va se retrouver dans un couloir, et ensemble, ils vont aboutir sur le haut plateau rocheux. Comme ça, le groupe est rassemblé dans cet endroit cinématique où il y a le cliffhanger qui va leur montrer où ils sont en réalité. Et en plus, ils vont avoir la vision sur le fait qu'il y a beaucoup de ce feu bien particulier à l'extérieur. Je mets la musique et c'est un moment parfait pour que le groupe se retrouve. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas sortir par là. Ils rentrent à nouveau dans le labyrinthe. Et là, ils vont aboutir dans la caverne plongée dans le noir, là où il y a les espèces d'oiseaux dont on va entendre les battements d'ailes. Oiseaux qui sont d'ailleurs attirés par la lumière, eux pour le coup. Donc si on sort la lanterne, c'est là qu'ils attaquent. Et le groupe va potentiellement soit réussir à éviter tout ça, c'est une possibilité, soit être mordu, ou en tout cas certains des membres du groupe, et donc se retrouver à nouveau désorientés. Et là, à ce stade, on a tout exploré, on a avancé, on est resté là-dedans pendant un certain temps. Je pense que là, ça aurait duré quand même un certain temps. Et là, maintenant, le jeu est lancé, ils ont eu la sensation d'avancer, ils n'ont pas été cassés, ils ne sont pas frustrés. Là, on enclenche la partie hasardeuse, on commence à faire lancer les dés, et là, ils vont retourner forcément sur leurs pas, puisqu'ils ont déjà tout exploré, et ils vont prendre conscience qu'ils sont dans un labyrinthe en huis clos, fermé. Mais c'est pas très grave, parce que la frustration, elle n'est pas encore là, ils ont déjà avancé, elle va mettre un peu de temps avant d'arriver, si jamais elle doit arriver, s'ils ne trouvent pas la solution. Ils auront déjà affronté le monstre, donc on aura avancé là-dessus. Et en revanche, cette partie d'aléatoire, cette partie de labyrinthe ludique, si j'ose dire, je la cantonne à 3 ou 4, je sais arbitraire, mais à voir, 3 ou 4 changements de zone. Comme ça, quoi qu'il arrive, ça se termine. Donc à la fin de ces 3 ou 4 changements de zone, j'indique d'ailleurs que leur état peut-être se désagrège parce qu'il se passe des heures entre chaque zone, ils ont faim, ils sont fatigués, que sais-je. S'ils n'ont pas trouvé la solution pour sortir ou qu'ils n'ont pas tué la créature avant la fin de ce compte à rebours, alors ils vont tomber de fatigue, être récupérés par la créature et en gros, ils vont sortir du labyrinthe. Donc ça va durer moins longtemps. S'ils tuent la créature, ça se fera sans doute en peu de temps à ce stade-là, ils vont sortir du labyrinthe. Et s'ils trouvent la solution, eh bien, tant mieux pour eux. Et finalement, cette partie d'aléatoire, elle dure moins longtemps et elle se trouve au milieu de la session. Et oui, parce qu'après, lorsqu'ils sortent du labyrinthe, il y a quand même encore un tiers de session. Donc ça se retrouve au milieu. C'est lové entre deux sessions plus dynamiques où l'avancement va se faire quoi qu'il arrive, même si, je le répète, ce n'est pas parce que l'avancement se fait quoi qu'il arrive qu'il n'y a pas de liberté d'action et des décisions qui peuvent être importantes dans les situations qui sont présentées, bien entendu. Et donc, quand j'ai refait un peu l'histoire, j'avoue que j'étais un peu frustré parce que j'aurais bien tenté ça. Mais donc, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et que peut-être ça vous apportera quelque chose. J'espère que ça a été le cas. J'espère que ça vous évitera de tomber dans certains écueils. J'espère aussi que peut-être que ça vous donnera envie de tenter une session labyrinthique avec vos propres idées. Peut-être que ça vous inspirera aussi. Donc, je l'espère. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur le Discord pour des discussions sérieuses et parfois moins sérieuses. Attention, ça tire à balles réelles, je le répète, et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut à tous.